de la journée, la police a fait ses comptes. Il y a 414 personnes qui ont franchi le pas de la porte, ce qui est au-delà des objectifs que nous nous étions fixés. Alors, grand merci à ceux qui sont venus jusqu'à nous et qui ont pu participer et profiter de cette journée. Donc, on va terminer par une intervention de Jean-Pierre Cornu. Donc, l'idée, c'est de parler un petit peu de la place de l'homme. Alors, vu la table ronde qu'on a faite tout à l'heure, c'est l'homme avec un grand H, donc c'est l'être humain, dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Et pour faire rebond avec ce que nous disait Bernard Stiegler tout à l'heure, Jean-Pierre va nous parler de cette notion qu'il a mise sur pied depuis fort longtemps et qui trouve place aujourd'hui, c'est le cerveau d'œuvre. Jean-Pierre, tu as tout le micro, c'est à toi. Je t'arrête au bout de 40-45 minutes. Oui, tout à fait. Eh bien, bonsoir à tous. Et je suis content de voir des têtes qui me sont familières, puisqu'on a passé pas mal de temps ensemble récemment. Effectivement, une journée comme celle-ci est une journée qui nous fait plonger dans la transformation du monde. Et cette transformation, évidemment, est pleine de promesses. Elle est aussi pleine d'inquiétudes, puisque nous avons le sentiment de vivre des choses qui nous dépassent, qui transforment nos vies et qui nous remettent en cause. Et depuis longtemps, j'ai essayé de faire le lien entre cette mutation numérique et notre histoire ancienne. Alors, souvent, je remonte loin, très loin, au néolithique. Mais là, je serai un tout petit peu plus rapide dans mon histoire, parce que ce qui est important pour nous, maintenant, c'est le futur. Et ce futur, on voit qu'il est transpercé de tas de choses qui, à la fois, nous inquiètent, nous excitent. J'ai beaucoup aimé le discours de François Hollande hier à la COP21. Je pense qu'il s'est passé quelque chose d'important hier pour l'histoire de l'humanité, pour le futur, cette prise de conscience que nous, les hommes, nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Et je pense que dans notre histoire longue et chaotique de l'humanité, on vit quelque chose de fascinant. C'est que cette bascule du monde de la main-d'œuvre, qui a été pendant des millénaires le seul moyen pour nous d'arracher à la nature notre pitance quotidienne, vers le monde du cerveau d'œuvre, est quelque chose qui nous intrigue, nous passionne, nous fait peur. On parle beaucoup de la fin du salariat. On parle beaucoup de la fin du travail tel qu'on a connu jusqu'alors. Et j'espère pouvoir vous éclairer de quelques idées sur ce que pourrait être le monde du cerveau d'œuvre, avec une excellente nouvelle, c'est que nos 1350 cm3 de boîte crânienne recèlent 100 milliards de neurones, qu'on soit homme, qu'on soit femme. On a eu un débat tout à l'heure sur le numérique et les femmes, qu'on soit blanc ou noir, qu'on soit jeune ou vieux. Et cette capacité individuelle de créer, d'imaginer, de penser, d'aimer, de souffrir, cette capacité individuelle du cerveau d'œuvre doit aujourd'hui être le vecteur de la transformation de la société. Nous en avons, grâce au numérique, les moyens et le pouvoir. Et Bill Gates, hier, faisait le lien entre l'énergie et le numérique. C'est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental parce que nous avons aujourd'hui dans notre système sociotechnique une gamme de moyens tout à fait considérable qui vont nous permettre, j'en suis convaincu, de résoudre les problèmes que nous avons nous-mêmes créés avec l'extraordinaire croissance que nous connaissons depuis le milieu du XVIIIe siècle. Alors, quand on revient de loin, notre histoire, c'est une histoire de travail physique. Et effectivement, on n'avait pas d'autres moyens.
On avait une organisation qui était minimaliste. On n'avait évidemment pas de vision du futur, c'est-à-dire une planification totalement inexistante. La collaboration était d'abord de la compétition. Elle était totalement réduite. Et la collaboration, c'était la compétition entre des poignées d'humains face à une nature totalement hostile. Le retour d'expérience était inefficient, pour une raison d'ailleurs relativement simple, à cause de la religion. Parce que la religion nous a empêchés d'apprendre que nous, les humains, nous avions la capacité de progresser. Ça a duré fort longtemps, ça a duré jusqu'au siècle des Lumières. Et heureusement, la religion a été aussi l'opportunité pour quelques-uns, et notamment les compagnons, qui ont été les premiers à transmettre un savoir, à produire des chefs-d'œuvre qui nous sont parvenus à travers les siècles. Donc le travail physique, c'était 100 000 heures sur des vies de 200 000 heures. 100 000 heures de travail physique, de l'enfance jusqu'à la mort, précoce, prématurée, qui frappait toutes les populations très jeunes. Il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que l'on commence à comprendre un peu comment marchait l'homme et que l'on développe le formidable travail scientifique qui nous a permis de gagner 30 ans d'espérance de vie en 130 ans. Alors, le travail physique, oui, c'est structurant, c'est fondateur, mais toute notre histoire a cherché à nous en affranchir. Parce que le travail physique, c'est usant, c'est mortel. Le travail physique, c'est les mines, c'est les usines, c'est des centaines d'heures de travail dans des conditions d'hygiène et de sécurité extrêmement faibles. J'ai eu la chance, étant chez Renault, de visiter les usines Dacia. Et c'est à un moment qu'on n'oubliera jamais, puisque c'était le 11 septembre 2001. J'ai pris l'avion ce jour-là, le cœur un peu serré, et je suis allé visiter l'usine Dacia, et l'usine Dacia, c'était la préhistoire. Donc j'ai rencontré Zola, j'ai vu ce qu'étaient les usines d'un pays communiste, sans électricité, sans toilettes, sans protection individuelle. Et je me suis dit qu'effectivement, ces gens-là pouvaient vanter le rôle du travail et des travailleurs, alors qu'ils les sacrifiaient par dizaines de milliers au mépris le plus total des conditions d'hygiène et de sécurité. Donc, de ce jour-là, je me suis dit, mais l'organisation du travail, qui a été la deuxième étape de cette transformation, cette organisation du travail n'était pas faite pour asservir l'homme, mais pour l'affranchir de la malédiction du travail dans son caractère extrême. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que l'histoire s'est écrite. L'organisation du travail, depuis la Légion romaine, a été un moyen de faire que l'individu, dans son être, dans sa diversité, dans sa diversité physique, intellectuelle, soit au contraire réduit à un modèle unique dont les temps modernes de Charlie Chaplin ont montré l'extrême caricature. Les usines du XXe siècle, du XIXe et du XXe, jusqu'à la troisième période du XXe siècle, n'ont pas été des lieux de libération. Au contraire, c'était des lieux où le système hiérarchique pyramidal a pu s'exprimer pleinement avec un ordre militaire, un contrat de travail qui est un contrat de subordination, des méthodes de différenciation entre les concepteurs, la noblesse du travail, et les réalisateurs, l'ouvrier spécialisé, dont l'objectif était de refaire toute sa vie durant les mêmes gestes répétitifs pour assurer la qualité. L'exécution répétitive au service de dirigeants n'est pas profondément différente du servage.
le monde du 19e et du 20e siècle ont été des mondes où on a appliqué au servage des méthodes industrielles. Fort heureusement, on a pu parfois s'en extraire, et ça a été la naissance du travail tertiaire qui s'est développé en marge du travail industriel pendant tout le début du XXe siècle pour en arriver jusqu'à cette époque que nous avons connue avec l'informatique. Mais qu'est-ce que c'est l'informatique? L'informatique, ce n'est que l'application du taylorisme aux tâches tertiaires. C'est une construction industrielle de tâches robotisées. Ceux qui ont connu les terminaux passifs ont connu les travailleurs passifs qui étaient rivés à leurs terminaux passifs, puisque évidemment tout était prédéterminé dans cette page ambre ouverte de 640 caractères par 480 qui n'était que la reproduction visuelle de la carte perforée. Nous avons, avec l'informatique centralisée, reproduit dans le monde du tertiaire les mêmes processus reproductifs dans une culture industrielle et prédictive, dont, quelque part, les grands logiciels de la fin du XXe siècle ont été les modèles. Pour ceux qui utilisent tous les jours SAP, on se rend compte que la marge de créativité et d'intelligence individuelle mise en œuvre est quand même très faible. Nous sommes toujours dans le même monde industriel. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Qu'est-ce qui va se produire dans les prochaines années? Une rupture considérable. Nous sommes en train de rentrer dans une faille spatio-temporelle où l'homme va commencer, ce n'est qu'un début, à utiliser ces 1350 cm3 de boîte crânienne pour faire autre chose que ce qu'il a fait toujours jusqu'à maintenant, dans la contrainte, sous les ordres d'une minorité de sachants. Cette émergence du cerveau d'œuvre est une formidable révolution culturelle qui a son outil, qui s'appelle le numérique, mais qui va se transformer non pas dans une révolution technologique, mais dans une révolution humaine. Cette révolution humaine, on commence à la sentir frémir autour d'un certain nombre d'idées que le smartphone nous ont permis d'exercer de plus en plus librement. On est passé d'une informatique assise et reproductible à une informatique debout et aléatoire. Le charme extraordinaire de l'ordinateur que nous avons tous maintenant dans la poche ou dans le sac à main fait que nous avons maintenant les moyens individuellement de nous connecter aux sources du savoir, les plus pertinentes. Et nous le faisons sans autorisation préalable. Nous n'avons pas à être habilités pour aller chercher de l'intelligence partagée. Nous devons le faire de façon autonome et libérée. L'entreprise libérée dont vous avez parlé ce matin, c'est une entreprise fondée sur quelques principes profondément structurants dont le web, dans sa conception génétique, ont posé les règles universelles. L'intelligence n'est plus dans le centre, elle est dans le réseau. Vous imaginez que des siècles et des siècles de construction sociale fondée sur l'idée qu'il y avait une division définitive entre les sachants qui avaient le pouvoir et les ignorants qui avaient la charge du travail au quotidien, cette rupture est en train de changer radicalement notre mode de fonctionnement social. Évidemment, ça fait peur. Le travail ne fait que commencer. Il est évidemment inabouti, mais il remet en question des dogmes tout à fait considérables. L'information est accessible partout, par tous, universalité de l'accès.
Et ça, c'est un principe politique dont ont rêvé les philosophes des Lumières. On l'a fait. Tim Berners-Lee et ses camarades qui ont conçu le web l'ont fait. Globalisation de la connaissance. Il y a peu encore de temps, et vous en souvenez tous, on pouvait assister à des débats compassés, méprisants, sur le fait que Wikipédia ne parviendrait jamais à la cheville des fabricants d'encyclopédies, parce que bien sûr, ils étaient les sachants. Ils avaient le don de la connaissance, alors que Wikipédia, fait par des amateurs, fait par monsieur tout le monde, ne pouvait être qu'un produit médiocre. Très vite, on a déchanté. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de connaissances dans le monde que les rares fabricants d'encyclopédies. Et que des outils comme Wikipédia, non seulement faisaient émerger un savoir latent, passif, celui que nous avons tous entre les oreilles, mais permettaient de sauvegarder des cultures qui, sans aucun doute, n'auraient jamais trouvé une demande solvable pour écrire l'Encyclopédie Universalis ou Britannica en Cheyenne, par exemple, puisqu'il y a aujourd'hui une version Wikipédia en langue cheyenne. Il y a des centaines de langues qui s'expriment aujourd'hui dans Wikipédia. Et je vous invite vraiment individuellement à donner de l'argent à Wikipédia, parce que s'il y a une œuvre humaine qui mérite une attention de tous, c'est bien celle-ci. On est en train graduellement de construire quelque chose de différent. Alors évidemment, les grandes lignes sont floues. Évidemment, il y a du débat, il y a de l'inquiétude. Mais le monde qui émerge est un monde qui est fondé sur plusieurs principes structurants qui sont en train de se déployer progressivement partout dans le monde, simultanément. On est en train de construire, à l'inverse des modèles anciens, fondés sur le système hiérarchique pyramidal, un réseau maillé collaboratif fondé sur la mise en intelligence collective des intelligences individuelles. C'est un modèle socio-technique réellement révolutionnaire. Quand on relit les philosophes des Lumières et d'autres, vous savez que Aldous Huxley, qui a écrit 1984, était un des grands supporters de l'idée d'une encyclopédie universelle. Il pensait que plus on mettrait à disposition de savoir, de gens, plus on serait capable de fabriquer des systèmes démocratiques. Évidemment, 1984 expliquait l'inverse, qu'en réduisant le champ du savoir et la richesse sémantique, on fabriquait des gens stéréotypés sans aucune liberté de jugement. La diversité, évidemment, est créatrice d'intelligence collective. Alors, à quoi va ressembler ce monde du cerveau d'œuvre fondé sur le réseau maillé collaboratif? D'abord, la primauté du collectif sur l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ce n'est pas du tout un système communiste. C'est un système où l'intelligence collective va rendre les décisions individuelles encore plus performantes. Vous le faites dès aujourd'hui. Le peer-to-peer, qui en est l'expression la plus spontanée, fait qu'aucun de vos choix de consommation aujourd'hui n'est inspiré par la seule publicité. La publicité n'est qu'une source parmi d'autres. En revanche, vous allez tous regarder dans les forums, vous allez regarder les points de vue, les opinions des uns et des autres, pour faire quoi? Pour forger votre propre point de vue. Il y a une relation dialectique entre ce que vous pensez et ce que le groupe pense. Et ça se fait très vite, très rapidement. Et contrairement à ce que pensent et professent encore d'ailleurs les gens de la soi-disant élite, la pensée globale, la pensée collective, est largement supérieure à la pensée d'une petite minorité d'individus sachants. La deuxième idée,
c'est que le partage d'informations, c'est le modèle du peer-to-peer. J'ai une information, je la mets à disposition. La générosité du XXIe siècle, c'est de contribuer à la co-construction du savoir. L'homme ou la femme, l'homme au sens humain, hein, du XXIe siècle est d'abord quelqu'un qui partage son savoir, ses interrogations, ses questionnements de toute nature pour fabriquer du sens collectif. C'est cette espèce de mouvement continu qui fait qu'on s'achemine, on fabrique. Et vous voyez à quel point notre capacité de réaction est considérable. Nous avons, grâce aux réseaux sociaux et aux outils dont nous sommes dotés aujourd'hui, un formidable pouvoir d'expression qui n'était absolument pas possible avec les systèmes antérieurs d'expression collective. Bien évidemment, cette expression collective ne remplace pas la culture individuelle. Et on voit bien que l'expression collective peut charrier les idées les plus folles, les plus absurdes. Il faut donc que dans ce système du collectif, on ait des moyens de création d'intelligence individuelle, structurée, permanente. C'est le rôle de l'enseignement, c'est le rôle de l'éducation, c'est le rôle de l'échange et du partage. Personne n'a de vérité révélée, personne ne peut seul affirmer un pouvoir intellectuel sur les autres. Tout ceci doit faire l'objet d'un travail collectif et collaboratif. Plus que jamais, la construction de la connaissance va se faire par le co-design. Que vous soyez dans une équipe scientifique de mathématiciens, dans une start-up, dans une boîte industrielle, le co-design est le seul et unique moyen de trouver des solutions efficaces, efficientes à des problèmes complexes. Et on voit bien que les conséquences de tout ça sont énormes. Ça veut dire construction collaborative, ça veut dire consommation collaborative. Le co-design ne se limite pas évidemment aux activités de production intellectuelle, mais c'est la vie courante. Pour aller d'un point A à un point B, aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs séries de systèmes socio-techniques. Et on se rend compte que les systèmes que l'on va fabriquer nous-mêmes, comme Blablacar, sont aussi performants, plus souples et moins chers que les systèmes qui ont été fabriqués par d'autres. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que les compagnies de taxi, la SNCF, les constructeurs automobiles se mettent à réagir en disant « oui, on ne s'est pas occupé du client ». Pas vraiment, puisque nous étions les sachants. On fabriquait le meilleur système de transport ferroviaire avec notre culture, notre expertise, notre histoire. On fabriquait les meilleures voitures du monde. J'ai été en nombreuses années dans l'industrie automobile. Vous ne pouvez pas mesurer à quel point les gens de l'automobile sont tournés vers eux-mêmes. Penser client est totalement secondaire par rapport à la prouesse technique qui consiste à faire une belle bagnole bien motorisée. Le fait que le client aujourd'hui s'invite à la table, partout, en donnant son point de vue, est quelque chose qui au début a été très choquant, mais qui devient de plus en plus banal. Je lisais il y a encore très peu de temps que la résistance existe encore. Le président du syndicat des cardiologues français, je ne sais pas comment il s'appelle, mais vous trouverez, si vous en avez envie, a expliqué doctement, qu'à le dire, que la société savante était la société de cardiologie, que les cardiologues, dans leur métier, savaient exactement ce dont avaient besoin leurs patients, pas leurs clients, leurs patients, et qu'il était purement scandaleux, il l'a écrit comme ça, que l'on trouve sur Internet des conseils, des recommandations, des idées en matière de cardiologie. Cet homme est exactement l'expression des médecins de Molière. Chapeau pointu en moins. Néanmoins, il colporte l'idée qu'une relation soignant-soigné est une relation
sur un pied d'égalité entre hommes, et non pas entre un sachant et un crétin qui se bat pour survivre. Tout ceci, on va le voir dans tous les domaines. On le voit dans la conception des grands systèmes complexes, on le voit dans la gestion au quotidien. J'ai passé beaucoup de temps avec les informaticiens de Transilien il y a peu de temps. Eh bien, Transilien a été obligé, alors ça devient maintenant quelque chose de très positif, de faire un blog. Parce que, évidemment, qu'est-ce qui se passait? Les utilisateurs des lignes de chemin de fer en Ile-de-France étaient tellement courroucés qu'ils se parlaient, qu'ils disaient tiens, prends pas le train de 7h22, il est toujours pourri celui-là. Et donc, du coup, progressivement, ils ont été amenés à imaginer et à créer des moyens de communication, mais aussi des moyens de réponse aux problèmes soulevés. Parce que vous savez, dans les grandes entreprises, comme dans le service de l'État ou les collectivités territoriales, le sport le plus courant, c'est le déni. Évidemment, comment voulez-vous qu'un client, un usager, un étudiant puisse avoir un point de vue structuré, alors que le savoir est unilatéral? La révolution numérique remet profondément ça en cause. Vous savez, le web est une construction totalement improbable. Lorsque le web a été lancé, fruit des amours contrariés entre les militaires du Pentagone et les hippies californiens, il fallait une dose extraordinaire de courage et d'intelligence pour faire quelque chose qui ne soit ni de l'informatique, ni des télécommunications. C'est la raison pour laquelle France Télécom, enfin avant France Télécom, le ministère des Postes et Télécommunications, avait une vue absolument horrifiée de l'Internet. J'ai participé en 1994, c'est pas 1935, à un débat dirigé par le directeur général des télécoms de l'époque, qui nous expliquait doctement que Internet ne marcherait jamais. Et vous savez pourquoi? Il n'y avait pas de corps d'inspection générale. Comment voulez-vous qu'une organisation fonctionne quand il n'y a pas le corps des télécoms? Eh bien, dans l'esprit de ces gens-là, évidemment, seul le Minitel pouvait fonctionner parce qu'il était structuré, organisé, conforme au système hiérarchique pyramidal. Donc, Internet dynamite, couche par couche, morceau par morceau, tout l'édifice managérial et technique construit depuis le début de la révolution industrielle. Alors, Internet et le web, ce n'est pas un monde de bisounours non plus. Il ne faut pas croire que nos amis du GAFA soient des bienfaiteurs de l'humanité. Ce sont d'abord et avant tout des milliardaires californiens qui se font un maximum de thunes en nous inventant tous les jours des nouveaux systèmes avec des survalorisations boursières extraordinaires. Et ce sont des gens parfaitement à l'aise dans leur époque. Ils font de l'argent avec l'idée du XXIe siècle, comme leurs grands-pères, Rockefeller et Carnegie, faisaient de l'argent avec les idées du XIXe. Mais là où il y a quelque chose de très passionnant dans l'histoire du numérique, c'est que finalement, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour se parler, pour échanger, pour construire. Le ticket d'entrée d'une start-up du XXIe siècle est infiniment plus bas que le ticket d'entrée d'une start-up du XIXe ou du XXe. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est mobiliser beaucoup moins de ressources et en tout cas beaucoup moins de capital et de temps que nos prédécesseurs des générations antérieures. La révolution, elle vient de là. Elle vient du fait que nos milliardaires californiens trentenaires, qui roulent tous en Tesla d'ailleurs, et du fric, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'ils nous donnent le moyen de produire de la richesse et de la valeur. Je fais une différence entre les valeurs et les richesses. Par nous-mêmes, en utilisant leurs moyens. Et donc, nous, Européens, qui avons complètement perdu la bataille des géants du web, on a une bataille à gagner. C'est la bataille de l'intelligence collective. On est assis sur des siècles et des siècles d'histoire, de culture, d'intelligence,
Il faut maintenant que nous inventions le 21e siècle européen fondé sur les interactions, sur l'intelligence, sur la capacité de résoudre des problèmes complexes. Et j'en reviens au discours de François Hollande. Peu importe François Hollande, d'où il vient ou ce qu'il est. Ce qu'il dit est important. Il dit « Nous avons, nous, Européens, le devoir de montrer au monde que les humains ont une responsabilité sur l'avenir de la planète. » Il y a beaucoup de gens, regardez les conservateurs américains et leur campagne électorale totalement surréaliste, qui sont encore à penser qu'il n'y a aucune relation de cause à effet entre les émissions de carbone humain et le réchauffement climatique, alors que tout ceci est maintenant largement prouvé et surprouvé. Donc nous, Européens, qui sommes des rationalistes, humanistes, nous avons à dire quelque chose et nous allons utiliser les outils de la révolution numérique fabriqués par les milliardaires californiens. Nous avons peut-être perdu la bataille de la technique, en tout cas dans la séquence actuelle. Nous n'avons pas perdu la bataille du sens. Et c'est bien pourquoi il faut remettre l'humain au cœur du numérique. Le numérique n'est pas technologique, il est relationnel, il est émotionnel. Il vise à nous aider, nous les gens, à redonner du sens à notre vie, à notre quotidien, en résolvant de façon pertinente et efficiente les problèmes de la vie quotidienne, problèmes d'éducation, problèmes d'énergie, problèmes de transport, problèmes de santé. Nous avons, avec la révolution numérique, des moyens faciles à mettre en œuvre, peu coûteux, pertinents, de faire mieux tout ce que nous faisions mal jusqu'alors. Nous déplacer, nous nourrir, nous soigner, échanger, construire du sens entre nous. Donc l'humain, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le vivre ensemble. On voit à quel point c'est difficile, parfois douloureux. Il faut qu'on réinvente la manière de vivre ensemble. Le seul moyen d'y parvenir est le respect et l'éducation. Il faut qu'on travaille là-dessus. On peut le faire avec une vraie démocratie numérique, transparente, qui élimine toutes les scories du système représentatif dont on voit bien qu'il a été le lit de la corruption. Et il faut que nous retransformions la démocratie en une aventure collective dans laquelle nous avons envie de croire. Et pour ça, la seule chose qui compte, c'est de nous réapproprier l'exercice du pouvoir. Je suis très admirateur du système helvétique qui fait voter très régulièrement les gens sur toute une série de sujets, parce que donner un chèque en blanc pendant 5 ans à un élu, quel qu'il soit, est une prise de risque que dans le monde actuel, nous n'avons pas le droit de prendre. De même, dans les entreprises, l'exercice du pouvoir doit être de plus en plus collégial. Non pas pour remettre en cause le rôle des dirigeants, mais il faut simplement qu'ils deviennent coachs. C'est à eux de donner le sens du jeu et à faire travailler intelligemment les joueurs entre eux. Mais ce n'est pas à eux de faire le boulot. Le numérique permet de décentraliser l'information et la prise de connaissance. Vous savez, moi, je suis consultant, je travaille beaucoup dans les entreprises, et qu'est-ce que je dis à mes clients? Apprenez à ne faire les choses qu'une fois, de façon pertinente, au bon endroit et avec la personne la plus compétente. C'est 4 principes, très simples à mettre en œuvre. Torpille le système hiérarchique pyramidal. Vous ne voyez dans les sièges sociaux des entreprises que des gens débordés. Pourquoi ils sont débordés? Parce qu'ils font des choses qui ne sont pas de leur responsabilité. Leur responsabilité, c'est de fabriquer du sens et de l'avenir, pas de faire le boulot des autres. Et donc, la vraie décentralisation à l'intérieur des entreprises, c'est une décentralisation qui passe par le lâcher-prise, qui est un point tout à fait important de ce que je crois, mais aussi par le rendre compte. Il n'y a pas de démocratie sans transparence. J'étais horrifié il y a encore 2 ans en entendant les parlementaires dire « Mais quel voyeurisme de nous demander si on a fait de la fortune sur le dos des électeurs.
Ben non, ce n'est pas du voyeurisme, c'est normal. Et ce n'est que le début. Parce que je suis pour la publication sur Internet de tous les revenus de tous les agents publics. Nous sommes les banquiers du service public. On a le droit de savoir où va notre argent. Je suis pour le financement des équipements publics, non pas par l'impôt, enfin pas de tous, mais par le financement collaboratif. Ah, vous avez envie d'une piscine? Eh bien, on se la paye et on décide de la faire. Et ce n'est pas un mec dans un coin influencé par les vendeurs de piscines qui va m'infliger une piscine dont je n'ai pas envie d'assurer le financement pendant 40 ans. Vous voyez que la révolution numérique, c'est l'ouverture dynamique vers un nouveau mode de civilisation. Et je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière notre iPhone 6. Demain, il y aura d'autres produits, d'autres objets. Le numérique, ce ne sont pas des objets. Le numérique, c'est une reprise de conscience sur notre destin collectif d'êtres humains. Nous sommes 7 milliards de passagers du vaisseau spatial Terre. On a dévoré 50% des ressources naturelles non reproductibles. On a bigrement intérêt à se parler et à travailler ensemble pour faire que la suite du voyage soit vivable, surtout quand on sera 8 milliards de terriens. Le numérique, le cerveau d'œuvre, le réseau maillé collaboratif, tout ceci ne sont que les expressions de la réinvention de la civilisation du XXIe siècle. La France et l'Europe, qui ont pu s'enorgueillir d'avoir inventé le siècle des Lumières et quelque part d'avoir favorisé la libération des États-Unis, mais qui a aussi inventé le colonialisme, le stalinisme et le nazisme, l'Europe doit réinventer les fondements d'une civilisation du XXIe siècle fondée profondément sur la démocratie, sur l'équilibre, la transparence et la créativité pour que les passagers du vaisseau spatial puissent encore se parler dans quelques siècles. Merci Jean-Pierre. Même pas peur. Même pas peur. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça il n'y a pas très longtemps, aussi il y a un petit bout de temps. N'ayez pas peur. Ouais. Bon, merci Jean-Pierre pour cette conclusion, cette séance de conclusion. Merci à tous d'être restés jusque maintenant. Et une date à noter dans votre calendrier, le 6 décembre 2016, ce sera la 5e édition du GEM Digital Day. En attendant, il y a plein d'événements organisés par Grenoble École de Management autour de ces thématiques. Je vais citer quelques séries. Il y a les Jeudis de l'entreprise digitale de l'EMSI. Il y a une série d'événements organisés par Meet the Expert, organisés par la recherche. Il y a les événements qu'on organise sur le campus de Paris dans le cadre de la chaire avec Jean-Philippe, les after-work. Et tout ça, c'est des occasions de se retrouver, de se rencontrer sur ces thématiques. Parce que d'ici à dans un an, il y aura beaucoup de choses qui se seront passées et on aura beaucoup de choses nouvelles à raconter dans un an. Merci à tous et à l'année prochaine.